Ég hérna með fræga bók sem kom út í Frakklandi 1997. Hún hét þá Le Livre Noir du Communisme, Crime, Terror, Repression, svarta bókin kommunisman, glæpir, ofsóknir, kúgun. Ritstjóri bókarinnar hérna hjá mér, hann heitir Stéphane Courtois, sagnfræðingur, franskur. Bókin vakti mikla athygli þegar hún kom út, hefur verið þýdd á fjöldatungumála, vakti deilur og reiði. En þarna reynt á skipulegan hátt að gera grein fyrir glæpum kommunismans og mér segja það farið land úr landi og mér segja reynt að kasta tölu á það hversu mörg fórnarlömbin voru í mannslífum talið ef að hægt að gera það. Bienvenue à Silver Ale, Stéphane Courtois. Merci. Alors, votre livre a provoqué des violentes polémiques, n'est-ce pas? En France et même partout. Partout. Oui. Mais là, alors, pour les lecteurs islandais, vous essayez même à compter les victimes, les meurtres. Oui. Et ils sont combien? Ça a été une première préoccupation parce que, évidemment, s'il y avait très peu de victimes, ce livre, pratiquement, n'aurait pas d'objet. Mais nous sommes aperçus qu'il y avait énormément de victimes. Et vous savez que pendant très longtemps, il était impossible d'avoir des évaluations puisque les archives étaient fermées. Bon. Après 1989-91, les archives ont commencé à s'ouvrir. Et là, nous avons découvert, je dois dire avec beaucoup de surprise, l'ampleur de ces massacres de masse. Et donc nous avons évalué, mais ce n'est qu'une évaluation, autour de 100 millions de victimes pour l'ensemble du monde communiste, y compris la Chine, Vietnam, Corée, etc. Ça, c'est le bilan Et c'est un bilan qui, pour l'URSS, évidemment, ne comporte pas du tout les victimes de la guerre contre l'Allemagne nazie. Non. Pour la Chine, ne comporte pas du tout les victimes de la guerre contre le Japon. C'est uniquement les victimes des régimes communistes. Ouais. Mais une chose qui est constatée, contestée, ce sont des victimes des grandes famines. Est-ce qu'on peut les compter dans ces calculations? Alors, il y a eu plusieurs types de famines dans les régimes communistes. Les premières grandes famines ont été en URSS, 1920-22 et 1932-33 surtout. Et là, maintenant, avec les archives, nous savons, surtout pour la famine ukrainienne de 1932-33, que c'est une famine organisée par le pouvoir. Le pouvoir a décidé de s'emparer de toute la nourriture, de toutes les récoltes. Le plus étonnant, c'est que ce sont les paysans qui meurent de faim. Donc ça, c'est quand même la chose extraordinaire, puisque les paysans produisent la nourriture et ce sont eux qui meurent de faim. Donc, c'est un génocide. Dans le cas ukrainien, il y a une dimension de génocide tout à fait claire, parce que l'Ukraine était la région qui résistait le plus à Staline, et déjà à Lénine, et donc Staline a décidé vraiment de casser la paysannerie, et ensuite de casser et de détruire les élites ukrainiennes, l'intelligentsia ukrainienne, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons ce problème en Ukraine, d'une Ukraine de l'Est qui est totalement russifiée, et une Ukraine de l'Ouest qui reste très ukrainienne. Donc. mais les grandes famines en Chine? Alors, en Chine, la raison, il n'y a pas de famine à proprement dit organisée, mais quand même, c'est le pouvoir qui, là encore, a ponctionné toutes les récoltes. Et Mao Tse-tung, nous avons maintenant des documents très précis, Mao Tse-tung, à plusieurs reprises, a déclaré aucune importance si la moitié de la population chinoise meurt de faim. L'important, c'est que l'autre moitié puisse construire le socialisme. Donc, il était très clair que ces dirigeants, Mao en particulier, ne s'occupaient pas du tout de savoir si, en prenant les récoltes, on allait faire mourir les paysans de faim. Et toujours le même problème, ce sont les paysans qui meurent de faim. Mais alors, à votre avis, quels sont les plus grands crimes du communisme? Il y a plusieurs sortes de crimes. On peut prendre l'échelle du nombre. Bon, dans ce cas-là, c'est l'URSS, avec au moins entre 15 et 20 millions de victimes, entre les famines, la Grande Terreur, les goulags, etc. C'est la Chine, sans doute autour de 50 millions de victimes. Mais si on prend au niveau de l'intensité, c'est beaucoup plus, par exemple, le Cambodge des Khmers rouges. Parce que les Khmers rouges, en 3 ans et demi, ont assassiné le quart de leur population.
Donc ça, personne n'a fait mieux, si je puis dire mieux, entre guillemets. Une autre chose qui est très délicat dans votre livre, c'est le comparaison entre le nazisme et le communisme. Grand scandale là aussi. Grand scandale aussi. Mais, oui, vous savez, nous avons appris depuis 1945 que et en particulier en Europe, que le summum des crimes, c'était le nazisme. Et nous avons eu beaucoup de preuves, puisque les nazis ayant été défaits et détruits en 1945, nous avons beaucoup d'archives de ces crimes. Bon. Et soudain, nous découvrons que les communistes ont commis des crimes exactement de la même ampleur et qui se ressemblent beaucoup, en particulier entre 1939 et 1941, dans cet espace du centre-est de l'Europe, la Pologne, les États baltes, etc. Surtout la Pologne. En Pologne, nous voyons Hitler et Staline faire exactement la même politique. Exterminer les élites, Katyn, etc. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, se pose forcément la question de est-ce que ces régimes ne sont pas de même nature? Vous croyez qu'ils ne sont pas de... Alors, Si, on parle de génocide de race et génocide de classe. J'ai parlé de génocide de classe, ce qui a fait là aussi un gros scandale, mais c'est tout à fait clair. Maintenant que nous avons de plus en plus d'archives, Staline a systématiquement exterminé les élites des États baltes, polonaises, en Bessarabie, etc. La bourgeoisie. Oui, la bourgeoisie, mais pas seulement la bourgeoisie. Les koulaks, voilà, les propriétaires fonciers, les riches fermiers, les industriels, etc. Toutes ces personnes-là ont été systématiquement exterminées. Et donc ces gens-là, et ça n'est pas seulement une personne qui était exterminée, c'est toute la famille. Toute la famille était soit exterminée, soit déportée en Sibérie, etc., au Kazakhstan, etc. Donc c'est véritablement la volonté de faire disparaître des groupes sociaux. Oui. Mais c'est aussi le volonté de tuer des gens pour créer un monde idéal, c'est ça. Oui, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais... Oui, ça c'est la mythologie, ça c'est la propagande. On veut faire un monde idéal. Mais qu'est-ce que c'est on tue des juifs, alors le monde est idéal. Voilà, des koulaks, alors. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que les communistes ont toujours dit qu'ils étaient des humanistes parce qu'ils voulaient le bonheur de l'humanité. Mais qu'est-ce que ça signifie le bonheur de l'humanité quand vous tuez une partie de la population? C'est totalement contradictoire. Ça n'a pas de sens. Ou alors, ça veut dire que la partie de l'humanité que vous allez tuer, ce ne sont pas des hommes. À ce moment-là, nous sommes exactement dans la même idéologie que les nazis. Untermenschen, des sous-hommes. Bon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Khmers rouges. Les Khmers rouges avaient divisé la population en deux grandes parties. Le peuple ancien, qui était sous le contrôle des Khmers rouges dans les maquis, dans les campagnes, et le peuple nouveau. Le peuple nouveau, c'était les gens des villes. Vous savez qu'ils ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont entièrement vidé la capitale Phnom Penh. 3 millions d'habitants, en une journée, ont été jetés dehors de la ville, y compris les malades, les handicapés, les femmes enceintes, etc. Bon. Et ensuite, ils les ont tués petit à petit. Les intellectuels, ils étaient en France, en Islande, partout où ils étaient séduits par le communisme. Ils ont abandonné très tard et ils font des excuses. Vous parlez aussi de ça. Ou pas d'excuses. Ou pas des excuses. Ou ils ont oublié. Je parle. Oui. C'est un gros problème. Comment se fait-il que les partis, enfin, une partie des gens les plus intelligents dans chaque pays, en France, en Italie, en Islande, etc., ont adopté cette idéologie et n'ont pas voulu voir, parce qu'ils ne voulaient pas voir, qu'est-ce qui était la condition, la terreur. Parce qu'aucun de ces régimes communistes n'aurait tenu sans la terreur de masse. S'il n'y avait pas la terreur de masse, Staline aurait été balayé, Lénine aurait été balayé. Donc ces intellectuels n'ont pas voulu voir ça, et spécialement en France. Parce qu'en France, nous avons une tradition révolutionnaire très violente. Bien sûr. Nous avons la Déclaration des droits de l'homme, mais nous avons aussi la guillotine. Et donc, il y a là quelque chose d'assez troublant. Chez les intellectuels. Et c'est un peu... Alors, les intellectuels, ils étaient très fâchés par votre livre. Beaucoup étaient... Beaucoup des intellectuels. Oui, il y a eu des campagnes violentes, bien sûr. Oui, mais vous savez, je connais ça, parce que j'ai moi-même été
quand j'étais jeune, un militant maoïste. Ah bon? Donc je sais très bien que il est toujours très difficile, quand on est un intellectuel, d'admettre qu'on s'est totalement trompé. Ça, Oui. c'est très Tout le monde connaît Auschwitz, mais pas forcément Colima. évidemment. Non. Tout le monde connaît le nom de Himmler. Ouais. Et qui connaît le nom du général Serov? Personne. Le général Serov était un grand chef du NKVD qui a massacré par centaines de mille. Bon. Même Khrouchtchev. Même Nikita Khrouchtchev. Nous découvrons maintenant que ce bon Nikita Khrouchtchev, sympathique, il a personnellement sur la conscience au moins des dizaines de milliers de personnes assassinées sur son ordre. Bon, donc là, il y a un véritable problème. Comment se fait-il que tous ces faits ne soient pas connus, ne soient pas enseignés dans les écoles? Mais alors, il reste peu de communisme. Oui. En Chine, on a une sorte de communisme, mais ça paraît vraiment de communisme. On a toujours des images de Mao Tse-tung, mais alors il reste si peu de communisme. Non, n'exagérons rien, parce que, vous savez, il y a quand même en Chine un parti communiste, et vous savez à peu près combien il y a de membres dans le parti communiste chinois? À peu près 80 millions de membres du parti communiste. Donc, vous voyez, il y a une nomenclatura encore très, très forte. On a la même chose au Vietnam, évidemment, Corée du Nord. Non, c'est... ce qui est important, c'est de voir que dans toute l'Europe, le communisme s'est effondré. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Et comme force politique, ils sont très petits. Mais comme force idéologique, ils restent assez puissants, encore, dans l'université, dans les médias, dans la recherche. Et puis, il y a le problème de la Russie. Parce qu'après 91, on a pensé que la Russie allait devenir démocratique. Et puis bon, on a vu M. Poutine arriver au bout de 10 ans. Et là, c'est le KGB qui est revenu complètement. Bon, donc, et avec des méthodes musclées, c'est un euphémisme, et surtout une volonté de ne pas faire l'histoire de ce qu'a été l'Union soviétique. Ça, c'est très clair chez Poutine. Il refuse absolument de parler du pacte germano-soviétique, etc., etc. Non. Il existe à Moscou un petit musée du Goulag. Oui. Oui. Un tout petit. Tout petit. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est qu'en Corée du Nord que le communisme existe dans ce forme meurtrière. Oui, en Corée du Nord, on a le modèle totalitaire intégral qui persiste. Bon, en Chine, au Vietnam, c'est différent parce que une partie du Parti communiste est en train de devenir une espèce de bourgeoisie. La nomenclatura est en train de se transformer en une espèce de bourgeoisie. Et en tout cas, on n'a plus de système totalitaire, on a un système très autoritaire. Mais on n'a plus de système totalitaire parce que le pays n'est plus fermé. Il y a des centaines de milliers d'étudiants chinois qui vont étudier aux États-Unis, en France, etc. Donc, ça n'est plus la même chose. Le système totalitaire, c'est vraiment l'enfermement complet de la population. Mais est-ce que la violence fait partie intégrale de la idéologie? Ah oui, je pense que ça, c'est tout à fait... Est-ce qu'on peut envisager une autre forme de communisme plus humaine, plus paisible? Non, mais il y a eu au XIXe siècle des orientations communistes chrétiennes, par exemple. Mais le communisme marxiste est un communisme violent. Si vous prenez la dernière phrase du manifeste du Parti communiste de Marx, c'est « on renversera par la violence » tous les systèmes sociaux existants, donc la violence, bon, et ça c'est tout à fait fondamental, et chez Lénine c'est tout à fait fondamental, bon, Lénine ne peut pas imaginer un communisme sans guerre civile, par exemple, et d'ailleurs il ne faut jamais oublier que Lénine a détruit la première assemblée élue démocratiquement en Russie, en 1918. Le 18 janvier 1918, l'Assemblée constituante a été dispersée à coups de mitrailleuses. Bon. Alors on a une graine de violence dès le début. Absolument. Et qui est étroitement liée à l'idéologie. C'est une idéologie scientiste. C'est-à-dire comme Marx et puis Lénine et les autres sont persuadés qu'ils détiennent la vérité. Alors, qu'ils sont scientifiques. Scientifiques, bien sûr. Alors évidemment, puisqu'ils détiennent une vérité scientifique, ceux qui n'acceptent pas cette vérité sont des fous. Ou alors des saboteurs. Il faut les détruire. Donc ça, c'est un problème
On a un petit peu le même problème aujourd'hui avec les écologistes. Il y a des écologistes qui disent, voilà, nous avons la science, nous savons que le réchauffement de la planète, etc. Donc vous devez arrêter d'allumer la lumière, d'allumer le chauffage, etc. Bon, c'est un peu le même. C'est cette idéologie scientiste typique du 19e siècle. Mais est-ce que nous risquons de voir quelque chose de pareil, une idéologie aussi meurtrière? Mais malheureusement, je crois que nous assistons en ce moment avec ces mouvements islamistes radicaux à quelque chose qui ressemble beaucoup. Hein. Alors bien entendu, ça n'est pas une idéologie communiste. Mais les nazis n'avaient pas une idéologie communiste. Ils avaient une idéologie racialiste. Ouais. Et nous assistons avec les mouvements islamistes radicaux à des problèmes un peu identiques. C'est-à-dire ce sont des gens qui, au nom d'une idée, l'islam, en fait, c'est une couverture. Ce qu'ils veulent, c'est prendre le pouvoir. C'est prendre le pouvoir et imposer leur manière de voir, c'est-à-dire les femmes voilées, les femmes n'iront pas à l'école, etc., etc. Et le faire par la violence, et par la violence la plus extrême. Donc il y a des éléments qui se ressemblent quand même. Mais le problème, c'est que pour l'instant, les islamistes n'ont pas réussi à s'emparer, les islamistes radicaux, révolutionnaires, n'ont pas réussi à s'emparer d'un État. C'est ça le grand changement de 1917. Les communistes ont réussi à s'emparer d'un État, et d'un des plus grands États du monde. Donc, voilà. Les talibans ont essayé en Afghanistan. Bon, ils ont été détruits. Est-ce que nous allons avoir à nouveau un État islamiste révolutionnaire en Afghanistan? Je ne sais pas. Alors, il est facile d'oublier que le communisme était un peu partout. Il a régné dans une moitié de le monde. Oui, non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que c'était un mouvement extraordinairement puissant. Oui. Hein, si vous prenez par exemple janvier 1941, avant l'attaque allemande contre l'URSS, de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, cet immense espace est partagé entre deux énormes régimes totalitaires. Bon, c'est terrifiant quand on y pense. La démocratie aurait été entièrement balayée s'ils s'étaient mis d'accord. Heureusement, Hitler était un peu fou, donc il a attaqué. Mais imaginons que Hitler et Staline se mettent d'accord. Alors, la démocratie aurait purement et simplement disparu de cet énorme espace. Europe, Asie totalitaire. Une Europe, Asie totalitaire, ça c'est clair. Même les Islandais, peut-être. Même les Islandais. Non, ils étaient protégés en partie parce que c'est une île et que c'est très difficile à attaquer, mais toute la partie continentale était aux mains des deux grands régimes totalitaires. Quand on repense à ça, c'est assez effrayant. Il y a 70 ans. C'était il y a 70 ans, et nous ne serions pas ici en train de parler de ça. Non. Mais vous savez que les communistes, ils étaient très forts en Islande. Bien sûr. Plus forts qu'en Scandinavie. Vous savez, les choses sont très claires. Nous avons beaucoup de documents là-dessus. Si les Américains n'étaient pas venus en France en 1944, l'armée rouge serait venue jusqu'à l'océan Atlantique. Bon, après, est-ce que l'Angleterre aurait réussi à résister encore? Je ne sais pas, mais c'est très clair. D'ailleurs, nous avons un document d'une rencontre entre le chef du Parti communiste français et Staline à Moscou en novembre 1944. Et Staline dit au chef du Parti communiste français, vous n'êtes pas assez fort pour prendre le pouvoir par les armes, parce qu'il y a les armées américaines. Donc c'est très clair. C'est Torres qui a reçu ces directives. Alors, c'est fascinant. Stéphane Courtois, merci. Je vous remercie beaucoup.